D'être resté un peu plus longtemps. Voilà, si je combats, c'est pour ma femme et c'est pour aussi mon petit garçon qui a 4 mois aujourd'hui. Et donc le fait d'être papa d'un petit garçon de 4 mois, ça donne encore plus le sens des responsabilités et de l'avenir qui nous attend. Alors moi je suis fier d'être l'avocat de Riposte Laïque, de l'avocat de Pierre Cassin, de Christine Tassin et de beaucoup de personnes qui sont ici présentes aujourd'hui et qui payent, j'allais dire au prix fort, le coût de leur liberté de parole, le coût de la liberté d'expression. Je vais cette année entamer ma 20e année de prestation de serment et je me souviens, lorsque je préparais l'examen au barreau, du thème du mémoire que je devais présenter, qui était liberté d'expression et respect des croyances religieuses. Et déjà à l'époque, on pouvait noter une incroyable iniquité entre les propos et les décisions de justice lorsqu'ils concernaient, j'allais dire, les discriminations ou les injures à l'encontre de la religion chrétienne et puis à l'encontre des autres religions et en particulier l'islam. Je peux vous dire que les choses malheureusement n'ont pas changé depuis. Mon excellent confrère Triomphe, qui est l'avocat de la Griffe, qui est une association qui combat contre le racisme anti-chrétien et anti-français à l'époque, lorsqu'elle a été créée, s'était dit naïvement ou peut-être courageusement que ces mauvaises lois qui ont été créées pour interdire tout débat sur l'immigration, eh bien peut-être que nous allons pouvoir les utiliser contre ceux qui les ont créés et mettre en quelque sorte ces magistrats au pied du mur pour voir si cette jurisprudence qu'ils appliquent, où ils prétendent sonder les reins et les cœurs de ceux qui tiennent des propos, eh bien ils l'appliquent également lorsque on tient des propos extrêmement virulents à l'encontre des chrétiens ou à l'encontre des Français. Malheureusement, et en dépit de l'incroyable talent de mes confrères, force est de constater que les victoires judiciaires ont été plutôt minces. Elles existent et elles méritent à ce titre d'être saluées, d'être encouragées. Il n'empêche qu'à une semaine d'écart, vous pouvez avoir une juridiction qui va dire blanc et noir la semaine suivante. On aura beau venir devant eux, mais en disant, en leur montrant devant leurs yeux, mais attendez, la semaine dernière, vous avez jugé telle décision, vous ne pouvez pas en quelque sorte, lui tordre le cou en fonction eh bien, de la religion qui est poursuivie. Cela, malheureusement, la plupart du temps, n'aboutit qu'à un revers de manche ou à une pirouette juridique où nous n'avons comme recours que la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme. Néanmoins, et malgré cela, il existe un petit espace de liberté que j'estime à environ 20 à 30%. Sinon, je serais, j'allais dire, payé pour la gloire, mais même pour un avocat, et même si j'ai le plaisir à défendre Riposte Laïque et à plaider ce qu'on appelle les procès de rupture, hein, on aime aussi de temps en temps remporter des victoires. Et il nous arrive tout de même, de temps en temps, y compris dans la 17e chambre correctionnelle, d'obtenir des victoires judiciaires. Et cela mérite d'être rappelé, même si, évidemment, elles sont faibles, et même si cette jurisprudence est scandaleuse, et même s'il est encore scandaleux de voir que Sébastien Jalamion, qui devait prendre la parole ici, doit rester en Suisse parce que ce courageux policier dont j'ai eu l'honneur de préfacer l'ouvrage, voilà, est obligé d'être exilé politique. Parce que sur son compte Facebook, quelques jours après que notre compatriote Gourdel ait été égorgé de manière scandaleuse par les islamistes, il a eu l'incroyable impudence de publier sur son compte Facebook anonyme un commentaire où on voyait al-Baghdadi, le chef d'une branche de l'État islamique, dans un viseur de fusil. Voilà, un policier qui est révoqué de la police nationale et qui est condamné à une peine qui l'expose à faire de la prison parmi les droits communs. Voilà l'état, l'incroyable état de notre pays. Alors mes amis, je ne voudrais pas désespérer Biancourt parce que c'est vrai que de temps en temps il y a de quoi être découragé lorsque dans la même semaine, M. Pierre Cassin qui est ici là est convoqué 4 fois chez les policiers. Alors on réussit parfois à s'en sortir par un sens de l'humour ou l'autodérision, on finit par en rire de temps en temps. Enfin, ça peut devenir lassant, cela est anxiogène, cela n'est pas normal dans le pays dit des droits de l'homme que le monde nous envie, mais bien plus, la France, qui est soi-disant le pays des droits de l'homme que le monde nous envie, prétend s'arroger une compétence universelle qui a valu à Alain Jean Méret, ancien directeur de publication de Riposte Laïque Suisse en 2014 et 2015, d'être condamné par les juridictions françaises, tenez-vous bien, pour un article publié à partir de la Suisse, écrit par un Tunisien, apostat de l'islam, sur l'hypocrisie de l'islam. Eh bien, les juridictions françaises se sont estimées compétentes en s'accrochant sur le concept selon lequel, à partir du moment où un article
fût-il publié à l'étranger, eh bien, pour être accessible en France, eh bien, les juridictions françaises seraient compétentes. Autrement dit, la juridiction française s'arroge une compétence universelle pour poursuivre tous les délits de prétendu racisme. Il y a là une dérive absolument totalitaire, une volonté d'instauration de contrôle mondial, sans sombrer dans le conspirationnisme, qui est pour le moins inquiétant. Alors les amis, malgré tous ces signes largement inquiétants de restriction de nos libertés, les avocats sont aux premières loges de ce combat pour la défense des libertés, et nous pouvons sonder en quelque sorte eh bien, ces restrictions. Il faut aussi voir les verres à moitié plein. C'est qu'il y a 20 ans, lorsque j'ai prêté serment, Internet n'existait pas où on était à ses tout débuts. Aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons instantanément toucher plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs millions de personnes, en fonction des circonstances. Et cela n'était pas prévu par le système. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les dépêches AFP, vous aviez les journaux officiels. Maintenant, eh bien, la dissidence et les patriotes ont une capacité alternative de pouvoir, effectivement, proclamer la vérité. Et c'est pour cela, je rebondis sur ce que disait Pierre Cassin tout à l'heure, sur le grain de sable. Si aujourd'hui on fait payer à Riposte Laïque le prix fort de cette liberté, c'est précisément parce qu'ils sont ce petit grain de sable dans le rouage de la machine totalitaire, parce qu'ils sont les empêcheurs de tourner en rond, parce que dans cet incroyable suicide collectif à l'issue des attentats qui ont fait des centaines de morts chez des compatriotes, où il faudrait que finalement ces attentats soient la conséquence de la fatalité, des forces du mal, de la haine, du terrorisme, eh bien on n'est pas le droit de citer le nom de l'adversaire. Et ça, vous connaissez Clausewitz, vous connaissez Carl Schmitt, celui qui n'est pas capable de désigner son adversaire, il est condamné à l'avance. Mais aujourd'hui, effectivement, eh bien, ce qu'on fait payer à Riposte Laïque, c'est de dire que ces terribles attentats ne sont pas le fruit, malheureusement, du mal, du hasard, de la fatalité, du déséquilibrisme ou du réchauffement climatique. Ce sont deux théories en vogue aujourd'hui. Puisqu'on nous a expliqué qu'il y a un regain de déséquilibrisme qui serait lié au réchauffement climatique. Mais non, nous savons bien, et c'est parce que Riposte Laïque, justement, joue à ces petits empêcheurs de tourner en rond qu'on veut leur faire payer ce prix-là. Parce que, eh bien, voilà, c'est une voix discordante dans cette espèce d'unanimité, et cette unanimité, elle nous est même imposée par des discours qui avaient été tenus l'année dernière par le responsable de la DGSI, qui disait que finalement les identitaires étaient finalement presque aussi dangereux que les islamistes. Lorsqu'on est responsable d'un service de renseignement et qu'on sort de telles âneries, on est soit un incompétent, ce que je ne veux pas croire, soit quelqu'un de profondément malhonnête. Mais c'est un signal. Ça veut dire qu'effectivement, les dissidents, les patriotes, qui ne bêlent pas comme des moutons dans ce concert de culpabilité, d'unanimité suicidaire collective, eh bien, ces gens-là, ce sont des dissidents potentiels, ce sont des gens qu'il faut ficher. Et je peux vous dire, sans citer leur nom, rien de secret, c'est que j'ai moi-même 4 clients qui sont fichés S, des gens qui ont simplement participé une fois dans leur vie à quelques manifestations de riposte laïque ou identitaire, et qui, chaque fois qu'ils prennent l'avion, à l'aéroport, ont droit à un questionnaire d'une demi-heure de la part des inspecteurs des douanes, qui n'aboutissent à rien, mais qui leur font perdre un petit peu de temps. Alors mes amis, je terminerai là parce que il faut bien finir quelque part. Je terminerai quand même par cette phrase « N'ayez pas peur ». Parce que Pierre Cassin citait l'exemple d'un match de football, je citerai l'exemple, moi, de la chute du communisme. Les premiers de mes combats, lorsque j'ai commencé à militer dans les années 80, je me souviens d'une manifestation avec Karl Lang en 1986 pour le 30e anniversaire de l'insurrection de Budapest. Moi, le point de départ de mon engagement, c'était la lutte contre le communisme, qui était une idéologie totalitaire qui avait duré pendant 70 ans et qui avait semblé à l'époque totalement indéboulonnable. Enfin, qui aurait pu prévoir que cette idéologie qui avait massé 50 000 chars et 6 millions d'hommes face à l'Europe de l'Ouest allait s'effondrer en quelques jours? Eh bien, voilà. Moi, je crois que, contrairement à ce que disait Foucault, c'était un philosophe japonais qui parlait de la fin de l'histoire, je crois au contraire que l'histoire, c'est le lieu eh bien, de l'imprévisible. Et il y a dans l'histoire de temps en temps, effectivement, des phénomènes, des plaques tectoniques, des événements qui peuvent partir de pas grand-chose. Hein. Un petit événement qui va provoquer eh bien, cette onde de choc. Alors moi, je ne souhaite pas la guerre civile, je ne souhaite pas, évidemment, et à plus forte raison, lorsque je suis papa d'un petit garçon, que je ne souhaite pas la politique du pire, où il faudrait attendre que l'on mette des bombes dans des écoles maternelles pour que les Français réagissent.
J'en fais des cauchemars lorsque j'imagine qu'on puisse toucher à mon petit Arthur de 4 mois. Mais ce que je pense et ce que je crois, c'est que la France n'est pas un gigantesque terrain vague. Quand je pense à l'histoire de notre pays, quand je pense à l'histoire de tous les saints et tous les héros de France, je me dis, est-ce que cette aventure, elle peut se terminer du jour au lendemain? Je sais que les civilisations sont mortelles, mais ce que je sais aussi, c'est que l'histoire, elle appartient, et elle a toujours appartenu à une minorité agissante, inaccessible au découragement. Alors mes amis, je ne sais pas s'il y a un homme providentiel. Ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, ici, a une part de responsabilité, une incroyable part de responsabilité. N'attendons pas les autres. Mais soyez conscients que si vous, à votre petite échelle, eh bien vous tenez votre devoir de part, vous tenez votre poste de combat, et vous ne lâchez pas, et vous êtes courageux comme les Pierre Cassin, Christine Tassin, vous êtes courageux comme M. Sébastien Jalamion, qui a payé également au prix fort le coût de sa carrière, de ses propos où il ne faisait que dire la vérité, eh bien je suis certain que ce petit grain de sable, tôt ou tard, eh bien il emballera la machine mécanique totalitaire et tôt ou tard aussi, le soleil reviendra sur notre beau pays de France. Alors mes amis, je terminerai par là en citant Goethe justement, c'est une invitation au combat. Seul est digne de la paix et de la liberté celui qui part chaque jour pour elle au combat. J'en ai terminé. Merci monsieur.